4 ans. On a attendu cette suite pendant 4 ans. Et tu sais quoi? Ça valait pas le coup. 왕이다! Wow. Hello à tous, on se retrouve aujourd'hui pour vous partager, comme promis, ma review, mon avis, ma critique sur la saison 2 d'Ardal Chronicle, suite du célèbre drama Ardal Chronicle, considéré comme le Game of Thrones coréen. Sauf qu'ici, on va pas parler de Ardal Chronicle saison 2 à proprement parler, on va parler de Ardal Chronicle The Sword of Adamoun. Et tu vois, malgré l'attente qu'on avait de cette saison 2, elle est passée relativement inaperçue. Peut-être parce que elle a été postée, diffusée sur Disney+ et non sur Netflix. Et sachant qu'on connaît le méga décalage qu'il y a entre Disney+ dans le monde et Disney+ France, ceci explique cela. Pourtant, il y a une question qui est primordiale. Est-ce que cette saison 2 est à la hauteur de sa grande sœur? 8 ans ont passé, Tagon est désormais roi d'Ardal et a consolidé son pouvoir en asservissant plusieurs tribus, se proclamant l'incarnation d'Adamoun. Cependant, malgré son règne tyrannique, une rébellion menée par Handsome, qui a réussi à unifier les clans Aego, menace la stabilité du royaume. Et c'est ainsi que s'apprête à éclater une guerre imminente entre les deux puissances, alors que Tanya, devenue grande prêtresse et chef spirituel, tente de maintenir l'équilibre politique et spirituel d'Ardal. Au travers de trahisons au sein de la cour, de luttes de pouvoir, remettant en perspective les loyautés, identités et destins de chacun, le couple maudit, Handsome et Tanya, luttent non seulement pour leur survie, mais aussi pour un avenir plus juste pour les leurs. Je le disais, il a fallu 4 ans pour arriver à cette suite nommée Ardal Chronicle The Sword of Adamoun. Pourquoi? Tout simplement que le tournage a été retardé à cause de la pandémie du Covid-19. Et dès les débuts de sa production, pas mal de choses ont changé, notamment pour notre plus grand déplaisir, les acteurs principaux, Sam Jung-ki et Kim Ji-won, ne pouvant être là. Pour Ji-won, cela est dû principalement au tournage de Queen of Tears. C'est donc Lee Jung-gi et Shin Se-kyun, deux excellents acteurs qui reprennent le flambeau pour continuer à faire vivre Handsome, Saya et Tanya. C'est pas véritablement un problème, puisque le scénario jouera sur une subtilité assez facile et non fonctionnelle pour expliquer cela, ce qui en fait la partie quand même assez émergée de l'iceberg. Parce que, allez, vous l'avez compris un peu, je me lance de suite, The Sword of Adamoun est quasi en tout point inférieur à la saison précédente. Rappelons avant tout que l'histoire se déroule sur les terres légendaires d'Ars, un monde féodal fortement inspiré de la fondation de la Corée, et tout premier drama à explorer le genre de la fantasy, et du sous-genre nommé fantasy dynastique, qui va se caractériser par une histoire centrée sur des complots politiques et des personnages moralement ambigus. Véritable production de luxe, Ardal Chronicle déployait un univers immense peuplé de nombre de personnages, de clans, de lieux. On était entre un drama d'aventure et un thriller de palais, et la série tissait une intrigue complexe et prenante sur un fond de prophétie. Les rapports de domination entre les peuples étaient au cœur de cette saga centrée sur la conquête de tribus archaïques par un royaume tout-puissant et techniquement plus avancé. En plus, Ardal Chronicle explorait aussi le thème du racisme au travers du génocide des Néandertals, êtres surhumains au sang bleu, et la condition de Ingutu, métis néandertal humain, obligé de se camoufler pour survivre. En bref, Ardal Chronicle, ça racontait la jeunesse d'une nation, avec son système, ses croyances, ses déviances et ses conflits de valeurs. Ce drama, cette première saison, c'est véritablement l'un de mes meilleurs souvenirs de visionnage. Du long de ces 18 épisodes découpés en 3 arcs, je me suis vraiment passionné pour la vie de ces personnages, de leur légende et de leur amour maudit. Et j'aurais vraiment aimé que ça continue. Malheureusement, pour cette deuxième saison, le drama va s'efforcer maladroitement de replonger le spectateur dans ce monde complexe. Dès les premiers instants, il est évident que les créateurs tentent de rendre le récit plus limpide, mais cela se révèle rapidement un effort vain. En fait, les scénaristes semblent désespérément vouloir clarifier un univers déjà compliqué, en réintroduisant progressivement les personnages et en distillant les informations importantes. Et tu vois, malgré ça, ça va échouer à capter notre attention, laissant l'impression qu'on assiste à une longue exposition sans véritable fond intéressant. Parce que les événements vont peiner à susciter notre intérêt ou à convaincre. Les nouveaux éléments sont exposés de manière mécanique, presque forcée, et malgré la tentative de recentrer la narration sur les émotions des personnages, ça tombe très souvent à plat. Ce qui fait que le moteur principal de cette saison n'atteint jamais son plein potentiel, car au lieu de créer un lien authentique avec les personnages, on reste en surface. Ce choix, cette volonté de ne perdre personne et d'essayer une autre approche ne fait donc que mettre en évidence les faiblesses de la saison. Les attentes ont été placées si haut après la première saison que ici,
ça laisse place à une déception quand même amère, car l'univers qu'on a connu paraît plus distant que jamais. À mon sens, je te dirais que c'est le fait que la saison 2 commence 8 ans après les événements de la première saison, ce qui crée un véritable fossé narratif, rendant l'histoire difficile à suivre et à apprécier. Au lieu de prendre le temps de développer ce qui s'est passé durant cette période, peut-être en y consacrant 1 ou 2 épisodes pour nous expliquer ces années manquantes, on opte pour des résumés rapides au travers de flashbacks et de voix off. Cela donne l'impression que ces 8 ans ne comptent absolument pas, alors qu'elles étaient un très bon moyen pour enrichir la trame et offrir un contexte plus solide aux personnages. Quelle erreur! Ça revient littéralement à lire un livre où après avoir lu le premier chapitre au chapitre 28, on saute directement au chapitre 25. Ça va laisser un vide immense dans la compréhension et de l'évolution des personnages, et surtout de l'univers. Dès le départ, j'ai ressenti un manque flagrant d'informations essentielles. Ça manquait de cohérence et cette absence rend l'intérêt pour cette nouvelle saison beaucoup plus difficile. La refonte des costumes pour les tribus rebelles, bien qu'elle tente d'apporter un renouveau visuel, échoue à réellement améliorer l'esthétique globale de la série. Si dans la première saison, les costumes kitsch avaient au moins le mérite de correspondre à l'aspect fantaisiste de l'univers, cette nouvelle tentative, elle, malgré des textures, des couleurs plus travaillées, ne fait qu'exacerber le manque de profondeur des personnages en eux-mêmes. Leur apparence, qui est censée refléter la mentalité des tribus, semble en réalité hyper superficielle et complètement déconnectée de leur essence même. En gros, on essaie de te soigner les détails pour essayer de masquer le fait que les personnages restent creux et stéréotypés, rendant l'esthétique purement visuelle et dénuée de véritable sens narratif. En fait, le réalisateur, malgré son intention d'apporter une touche plus réaliste à Ardal Chronicle saison 2, avec une palette de couleurs plus froide, ne réussit qu'à créer un sentiment de monotonie. Au lieu d'intensifier l'atmosphère, ça finit plus par écraser toute vitalité dans les scènes. Les batailles qui sont censées être le point fort tombent souvent de la redondance, bien que certaines scènes soient spectaculaires. Elles peinent cependant à convaincre, car soit elles sont prévisibles, soit, comme je disais, répétitives. À mesure que la série va avancer, les stratégies de guerre, autrefois passionnantes, deviennent juste lassantes. En plus, la bande-son lyrique, qui autrefois était là pour renforcer le côté héroïque, fantaisiste, fantastique, y compris les scènes émotivement chargées, aujourd'hui en fait trop. Au lieu d'amplifier l'émotion, elle va la surcharger et finit par éclipser l'action plutôt que de la magnifier. On sent bien qu'il y a une grande inspiration du Seigneur des Anneaux de Peter Jackson, mais c'est hyper maladroit. La charge de Sam à cheval avec son armée évoque de manière hyper flagrante la scène de Gandalf et des Rohirrim dans les 2 tours, n'offrant alors que peu d'originalité, parce que c'est trop visible. Plutôt que par être un hommage, ça donne l'impression d'être un cliché recyclé. Même les combats chorégraphiés, bien exécutés en théorie, ne parviennent pas à échapper à une impression de déjà vu, et ça va même affecter les performances de Lee Jung-gi, dont les talents en arts martiaux finissent par paraître juste sous-exploités. C'est pas cool. En fait, ces scènes, c'est l'exemple parfait d'un manque flagrant d'ambition, mais surtout d'un manque de budget. Après, on pouvait s'en douter, parce que en première saison, on avait eu 18 épisodes, et là, en saison 2, on passe à 12. Le cadre même de la bataille, une clairière sans obstacle, en dit long. Là où on s'attendrait à une mise en scène complexe, avec des décors variés et des éléments stratégiques rendant le combat plus immersif, on est là face à un environnement fade et limité. Et par la suite, on va observer les scènes de combat qui auraient dû être beaucoup plus impressionnantes, mais qui sont en fait ternies par une absence d'éléments scéniques pouvant vraiment créer un dynamisme à l'écran. Alors oui, je le dis, il y a un manque de budget, et ça se fait vraiment ressentir, et pas uniquement dans les scènes de bataille, mais aussi dans les décors clés, comme le camp de l'armée d'Olsom, ou le temple de Taniak, qui est réduit à une salle de prière minuscule par rapport à l'imposante structure de la saison 1. Mais on va quand même lui donner une chambre en plus, quand même, histoire de le montrer où adore. Cette minimisation est décevante, surtout quand on considère l'importance de ces lieux dans l'intrigue. Il semble donc que tout le budget a été investi dans l'exploration de la capitale, qui est montrée sous toutes ses coutures. Ok, ça c'est bien. Les différents quartiers, y compris les bas-fonds et le château royal, ont été vraiment enrichis de détails, notamment la salle du trône qui est un lieu central, mémorable et visuellement impressionnant. Cependant, cette concentration sur la capitale au détriment d'autres éléments essentiels de l'histoire contribue à vraiment un déséquilibre narratif, rendant l'ensemble moins cohérent et engageant. Parallèlement à ça, la tentative de dénonciation de la tyrannie colonialiste d'Ardal s'essouffle, et l'intrigue politique autour du trône de Tagon, bien que remplie de rebondissements, reste quand même superficielle. Sa quête de pouvoir est juste fondée sur des mensonges qui manquent vraiment de profondeur. Ça finit par lasser plutôt qu'intriguer. Et cette fameuse réincarnation d'Alamoun, au lieu de donner du poids à l'intrigue, devient vite un prétexte banal pour prolonger artificiellement l'histoire. Les complots politiques, bien que moins complexes que dans la première saison, semblent davantage relever d'une volonté de choquer plutôt que de captiver. Le suspense est encore une fois artificiel, et les retournements de situation sont si prévisibles qu'ils ne procurent vraiment presque aucune satisfaction. Même les tensions psychologiques entre les personnages manquent d'impact, et les alliances se forment, se défont dans une mécanique qui rappelle tristement
justement les jeux de pouvoir les plus banals. Quant à la dimension religieuse, qui a pu ajouter une couche supplémentaire de complexité, de manipulation, est malheureusement intégrée. La scène où Tanya, par un coup de théâtre, parvient à renverser l'opinion publique sur les Ingutu semble artificielle et dénuée de finesse. Cette manipulation spirituelle, censée être un moment clé de la série, tombe à plat à cause de son manque de subtilité, jouant uniquement sur des ressorts dramatiques bien trop évidents. D'ailleurs, tout l'aspect religieux, si central dans la première saison, est juste sacrifié sur l'autel de la politique dans cette suite. Ce qui a dû être un élément fondamental du récit se voit réduit à une simple toile de fond éclipsée par les intrigues de pouvoir. La légende mythique de l'épée, de la cloche et du miroir, qui formait un lien sacré entre la tribu de Tanya et les anciennes légendes d'Ars, est ainsi dénaturée. Ces symboles, auparavant porteurs de sens, de mystère, se transforment en une vaste arnaque orchestrée pour manipuler les foules et asseoir le pouvoir politique. D'ailleurs, la manière dont cette manipulation est mise en scène semble forcée et provoquée sans grande conviction, ce qui nuit à la profondeur et à la magie initiale de ces légendes. En sacrifiant cet aspect religieux et symbolique, la série perd ainsi une partie de son essence, se focalisant davantage sur les complots politiques stériles et superficiels, au détriment du lien mystique qui avait pourtant captivé dans la première saison. Et pour moi, ça c'est une énorme, mais énorme erreur. Parlons personnages. Le personnage d'Otagon, au lieu de s'élever vers une tragédie saisissante, tombe dans la caricature. Sa folie narcissique va prendre le pas sur une autre caractéristique. Ses postures voûtées, son regard dément accentue le pathétisme d'un homme qui s'effondre, piégé dans un délire grandissant. Otagon devient en fait un cliché de l'anti-héros, prévisible, peu engageant. Et de l'autre côté, sa reine, Tayla, même si son interprétation est plus solide, ne parvient pas à sauver une intrigue qui manque cruellement de saveur. Son pragmatisme la rend froide, distance, et bien que l'actrice que j'adore parvienne à donner un certain poids à son personnage, il lui manque une véritable profondeur émotionnelle. Les motivations de Tayla, bien qu'intéressantes sur le papier, sont superficielles à l'écran. Si on continue chez le personnage féminin, Tanya, qui aurait pu être un personnage central fort, est malheureusement réduite à un rôle insensible, presque antipathique, la rendant presque inhumaine. Malgré le talent de Shiseikion dans son interprétation, elle n'a pas réussi à insuffler une gravité nécessaire au personnage. Tanya perd alors l'innocence de Kim Ji-won sans pour autant gagner en complexité. Son potentiel en tant que leader charismatique s'effondre et son évolution est littéralement bâclée, la laissant avec une façade qui ne fait qu'accentuer son éloignement émotionnel. Cela nuit alors à l'ensemble de l'intrigue et au lieu de devenir un personnage fort et mémorable, Tanya semble être un reflet inachevé de ce qu'elle a dû être dans cette suite. Le seul quant à lui, malgré un effort pour rester simple et fidèle à ses idéaux, est le personnage qui subit le moins de transformation. Mais cela ne joue pas en sa faveur. Son manque de développement contraste avec le reste des personnages, ce qui le rend presque ennuyeux. La tentative d'inclure des femmes dans son armée comme un signe de progressisme paraît mal orchestrée, surtout dans un monde où la culture patriarcale d'Ardal reste omniprésente. Quant à la performance de Lee Jong-gi, bien qu'impressionnante, il ne parvient pas à compenser l'ombre de Son Joong-ki dont l'absence se fait cruellement sentir. Malgré ses efforts, il n'arrive pas à insuffler assez de profondeur à Som, rendant son personnage plus plat que jamais. Même ses interactions avec Saya, qui a pu être riche en tensions dramatiques, deviennent prévisibles et mécaniques. Mais surtout, il va échouer dans sa différenciation entre Asom et Saya. Alors que Son Joong-ki avait réussi à créer deux personnages, bien que jumeaux complètement différents en termes de caractère, de tenue et de ton, Lee Jong-gi ne parvient pas à réaliser la même prouesse. À un moment donné, les deux jumeaux sont face à face, ensemble, sont en train d'élaborer un plan, et tu ne peux pas dire qui est Asom, qui est Saya, puisque pour la facilité d'un point de vue morceau scénaristique, il fallait leur donner la même coupe de cheveux, enfin ou en tout cas la même longueur, pour que en fait les rôles s'échangent à un moment donné et qu'ils se voient dans la peau de l'un de l'autre. Ce qui est une nouvelle erreur. Bon, évidemment avec tout ça tu dois te dire, mince, c'est si nul que ça. Alors je te rassure, il y a quand même quelques bonnes choses. Le fait que les noms des personnages soient inscrits à l'écran pour nous reconnecter est quand même une bonne chose, car si on n'a pas revu la saison 1 juste avant, on peut être perdu. Le fait aussi qu'après 4 ans d'attente, on ait eu cette saison 2. La romance est enfin concrétisée. Cet instant où Tanya comprend que Asom est face à lui et pas Saya, et bien sûr quelques instants plus tard leur premier baiser tant attendu, sont les meilleurs et les seuls moments de pure émotion de toute cette saison. Non, je te mens pas. Après, ok, je tape un peu sur l'ambulance, j'ai peut-être exagéré, mais je suis persuadé que si tu as grandement aimé la saison 1, cette saison 2 va te décevoir. Parce que pour moi, celle-ci n'est pas la suite du drama qu'on a vu, adoré, parce qu'elle est tellement hors sujet sur énormément de points et tronquée dès son début qu'il m'est impossible de la considérer autrement qu'une suite alternative et pas du tout comme la suite directe. Mais si tu ne connais rien à l'univers d'Ars, cette saison 2 peut très bien passer pour un drama assez épique pour convaincre les amateurs du genre. Mais bon,
Après tout ça, est-ce que vous voulez une saison 3? Pour rappel, le créateur avait dit dès le début du projet qu'il avait écrit son histoire pour être adapté sur un minimum de 4 saisons. Après avoir bataillé pour finir cette saison 2 assez hors sujet et plus alternative qu'autre chose, les dernières scènes annoncent la couleur. Entre Assam, désormais roi d'Ars, et Tanya devenant sans doute sa reine, le départ de Saya pour un royaume éloigné de Ningutu où il semble être appelé à prendre le commandement, ou encore Tayla. Jusqu'à la dernière seconde, les scénaristes n'auront pas appris leur leçon et récidiveront dans une ellipse temporelle majeure, car Tayla et surtout son fils adulte nous sont montrés avec l'ambition de reprendre Ars. À une époque, j'aurais été heureux de voir ces scènes, car voulant vraiment continuer mon exploration de l'univers du drama. Mais après cette saison 2, non, j'en veux pas plus. Sauf si on fait un reboot et on produit la vraie saison 2 suite de la première avec Son Joong-ki et Kim Ji-won. Là ok, je dis oui, mais sinon, arrêtez les frais. Bref, entre épopée fantastique et saga politique, Ardal Chronicle, The Sword of Alamun échoue constamment à prendre la suite de la première saison et finit par décevoir plus qu'autre chose. Avec un budget sensiblement revu à la baisse et ça se sent un manque de détails, le sacrifice du mystique pour servir à une intrigue politique superficielle, The Sword of Alamun perd alors toute la saveur jusque-là créée précédemment et en fait une suite clairement hors sujet, ou simplement alternative à l'histoire que l'on a tant aimée. Loin d'inviter à la réflexion, cette deuxième saison s'enlise dans ses propres clichés, et laisse finalement peu à penser sur l'intérêt global de voir cette saison. Si tu as aimé la saison 1, je ne te conseille absolument pas la 2, tant elle est clairement en dessous en termes de qualité et de tout. Non, juste de tout. Mais bon, n'hésite pas à me dire si tu l'as vu, si tu comptes le voir, ou si je t'ai donné envie. Sinon, j'espère que la vidéo t'a plu, tu peux lâcher un petit like, un commentaire pour le signifier, et bien sûr soutenir la chaîne, ça m'aide beaucoup. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo, et bien sûr, dans les commentaires. Bye dans le bavard.